J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. Bonjour à tous. Parce que je vais vous amener sous terre, à 25 mètres sous terre à Paris. Vous savez que le métro, c'est 4-5 mètres sous terre. En dessous, juste en dessous, vous avez les égouts de Paris. Et 25 mètres sous terre, c'est-à-dire, je sais pas, 6, 7, 8 étages plus bas, là, vous avez les catacombes. Alors ça, c'est un truc incroyable, quasiment unique au monde. Il y a quelques catacombes en Italie, mais celles de Paris sont incroyables. Des centaines de mètres de galeries, et puis alors des choses tout à fait extraordinaires. D'abord, il y a 6 à 8 millions de Parisiens qui reposent ici, scrupuleusement rangés. Il y a sans arrêt des Américains, des Australiens, des Anglais qui viennent voir un truc qu'ils n'ont pas chez eux. Et là, la visite commence tout de suite. Allez, venez, ça commence par là. On est place d'Enfer Rochereau, à Paris. Venez. Castillo. « 131 marches. Je suis en compagnie de Jean-Marc Léry, qui est le directeur des catacombes de Paris. On a combien là, 20 mètres sous terre? On est à 25 mètres environ. 25 mètres. 25 mètres, 25-27 mètres environ. Ouais. Alors, ça commence ici, là on est dans un petit sas. Avant qu'on plonge, parce qu'après il va y avoir des petits couloirs, il va y avoir combien? Plusieurs centaines de mètres. Oui, il y a 2 km 700 environ de promenade. Expliquez-moi comment est né ce système des catacombes. C'est né quand déjà? Au début du 19e siècle? C'est le début du 19e siècle. Mais les carrières existent depuis bien plus longtemps. Ouais. Il y a des carrières, probablement depuis la plus haute antiquité. C'est des carrières qui servent à extraire le gypse dont on fait les maisons de Paris. Ouais. Ça va durer au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et puis après, c'est à l'abandon. Et au XVIIIe siècle, il se produit des gros éboulements qui font s'effondrer des maisons au-dessus. Et donc à ce moment-là, on décide de vraiment créer des carrières, en fait, les soutenir. Et on crée une inspection des carrières chargée d'organiser ici le système des carrières de façon à faire des murs de soutien. En 1786, pour des raisons de salubrité, on décide de vider tous les anciens cimetières qui se trouvaient à l'intérieur de Paris, dont le plus gros, le cimetière des Saints-Innocents, qui était devenu un cloaque nauséabond, monstrueux. Et donc on décide de le vider, et on fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. On prend des chariots, et toutes les nuits, pour pas que les Parisiens voient que les ossements partaient, on enlève tous les ossements du cimetière des Saints-Innocents et les chariots vont jusqu'à d'Enfer Rochereau. Là, il y a un puits qui existe toujours, qui est avenue René Coty. Il y a une sorte de vieux puits et on jette tous les ossements là-dedans en tas. Et puis, vers 1815, il y a un inspecteur général des carrières, Ricard de Thury, qui a cette idée, mais ahurissante, de dire, mais ces ossements, on va en faire quelque chose. Il a vu en Italie des catacombes, les catacombes de Naples, qui sont du Moyen-Âge, qui ne sont pas très anciennes, et il s'est dit, on va faire des catacombes, des fausses catacombes à 30 mètres sous terre. Et donc, il organise un décor d'ossements, avec des fémurs, avec des tibias, avec surtout les crânes, tout ça, organisé, mais comme un décor, avec un labyrinthe d'ossements. Et il fait une vraie promenade à travers des fausses catacombes. Mais c'est une idée totalement saugrenue. D'abord, il joue avec des ossements, etc. Et qui ne sont pas très anciens. N'oubliez pas que c'est qu'en 1786, combien il y en a? On a vidé les cimetières de Paris jusqu'au 19e siècle, probablement entre 6-8 millions de cadavres parisiens qui sont là-dedans. En fait, on fait peur aux gens et en même temps on leur rappelle que l'humanité chrétienne est appelée à mourir. Souviens-toi que tu dois mourir. Combien de visiteurs aujourd'hui? 300 000 l'an dernier, en 2010. Donc ça fait un des sites les plus visités de Paris. Il n'y a pas l'équivalent dans les grandes capitales européennes de catacombes modernes comme cela, assez récentes. Non, c'est une idée quand même, c'est une idée un peu folle. Il fallait être, comme on dit, un peu ravagé pour avoir fait ça. Mais en même temps, c'est un succès aujourd'hui qui ne se dément pas, puisque c'est 300 000, parce que nous sommes obligés, pour des raisons de sécurité, de limiter le nombre de visiteurs. Sinon, il y en aurait 600 000 ou 1 million. Mais qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient visiter cet endroit? On vient se faire
peur, on vient frissonner, on vient côtoyer la mort. Côtoyer la mort, elle est quand même très lointaine. Elle est très très lointaine. C'est trop organisé en décor pour qu'on ait l'impression d'être vraiment dans un cimetière. C'est trop décor, c'est trop éloigné. Et la plupart des gens sont persuadés que ce sont des catacombes antiques. Donc le temps fait que c'est plus tout à fait la même chose. Il ne peut pas y avoir de véritable angoisse. Mais il y a un petit frisson, c'est bon le petit frisson, vous savez. Et on voit très bien, les visiteurs sont des visiteurs plutôt trentenaires, quadragénaires. C'est des visiteurs relativement jeunes qui aiment bien le film un peu d'épouvante, un petit peu frissonnant. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Léry. Je vous propose maintenant d'aller saluer tout simplement 8 millions de morts parisiens qui vous attendent. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors c'est vrai que on ne peut pas parler des catacombes, on ne peut pas parler de cette fin du XVIIIe siècle et de ce début du XIXe siècle sans parler d'une question centrale à Paris, une question déterminante, c'est celle de la salubrité, c'est celle de l'hygiène publique. Et alors là, vous allez comprendre que c'est un facteur majeur qui explique tout ça, vous allez voir. À la fin du XVIIIe siècle, à Paris, vous avez à peu près 700 000 habitants, 750 000 environ. Il y a des plaintes de certains habitants qui habitent dans des maisons attenantes au cimetière et qui ressentent des malaises, des maux de tête, des vomissements à cause justement de la proximité avec les cimetières. Et c'est surtout une affaire en 1780 avec un monsieur nommé Gravelot qui habite juste à côté du cimetière des Innocents, et sa cave va s'effondrer et provoquer justement des vapeurs encore plus fortes et encore plus nauséabondes qu'avant. Donc on va faire venir des médecins et on se rend compte que les vapeurs sont vraiment mauvaises pour les gens qui habitent autour, et donc on se dit qu'il faut vraiment régler le problème des cimetières, et on se demande s'il ne serait pas une bonne idée de les déplacer hors de la ville. On va profiter justement du transfert des ossements, du fait de vider les cimetières pour pratiquer des analyses et des expériences sur les ossements qu'on va retirer des cimetières, et notamment par la Société royale de médecine qui a été créée juste avant ces transferts, donc en 1778. Ça va faire avancer un peu la science par l'observation de 6 à 8 millions d'ossements qui sont à sa disposition. Ces 6 à 8 millions de morts, ça représente à peu près une période de 1000 ans, sachant que le cimetière des Innocents, qui a à peu près cet âge-là, est un des plus anciens de Paris. Dans ce Paris de la fin du XVIIIe siècle, l'air circule très mal parce que les maisons sont des maisons assez hautes, avec des rues étroites et sinueuses, avec au milieu des égouts qui font circuler les eaux usées. Les ordures ne sont pas ramassées régulièrement. Donc c'est vraiment un problème de circulation de l'air. Les maladies se diffusent essentiellement à cause d'un problème d'hygiène et également un problème de malnutrition qui affaiblit les Parisiens et les Français en général, puisque à l'époque les 3/4 des Français se nourrissent essentiellement de céréales, et après qui complètent avec un peu de graisse, un peu de légumes, mais très peu de viande. Donc il y a un déséquilibre calorique qui les rend plus faibles devant les maladies, et donc les épidémies se diffusent beaucoup plus rapidement. Regardez, j'ai amené un éclairage de télévision pro, hein. Je vais vous montrer, puis une lampe de poche, je vais vous montrer quand même la construction, vous voyez, c'était des carriers qui construisaient ces murs d'ossements. Alors c'était vraiment une construction extrêmement organisée, comme si l'on avait fait des murs de pierre, sauf que là, vous le voyez, ce sont des crânes et des ossements. Ici, on a un mur cohérent, construit, et derrière, regardez bien, je ne sais pas si vous voyez avec mon éclairage, mais c'est considérable, il y a plus de 30 mètres
de profondeur, plus de 30 mètres d'épaisseur avec des ossements. Mais ces os là-bas, eh bien, on les a réceptionnés, ils sont tombés d'un puits et on les a mis un peu en vrac. On a soigné la vitrine, on a soigné la devanture, mais là, sur 30 mètres d'épaisseur, eh bien, vous voyez qu'on a tout simplement mis ces ossements humains qui proviennent des cimetières de Paris en vrac. Et quand on voit ça, ben, on comprend qu'il y a ici 6 à 8 millions d'ossements de Parisiens. Alors, les catacombes, avant d'être catacombes, étaient des carrières. Je rejoins Jean-Pierre Gély, qui est géologue. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Ben oui, on va parler beaucoup de carrières dans cette émission, parce que ça, c'était avant tout un lieu d'extraction, avant que ce soit les catacombes. Oui, nous sommes dans des carrières souterraines, donc à 20 mètres de profondeur sous Paris, et les carriers, à l'époque médiévale, ont exploité ces calcaires qui ont 45 millions d'années et que l'on appelle lutétiens. Et nous sommes devant l'une des coupes de référence internationale de ce lutétien, avec des bancs calcaires qui ont des qualités plus ou moins affirmées, donc une dureté et une sonorité qui varient en fonction de cette dureté. Là c'est plus tendre ici, là, on dirait. Voilà, donc là c'est un calcaire très tendre. On peut rien en faire de ça. Ça, on n'en fait rien, et les carriers l'abandonnaient. En revanche, ils l'utilisaient pour creuser sous les bancs de bonnes pierres. Pierres qui ont été exploitées pour la construction des grands monuments du Moyen-Âge, notamment de Notre-Dame. Qu'est-ce que c'est que ces petites alvéoles là? Ce sont des fossiles? Alors, ce sont des fossiles, fossiles marins, donc, qui vivaient au fond de la mer il y a 45 millions d'années. Une mer très riche en coquillages. Là, on est au fond de la mer, il y a 45 millions d'années. C'est Paris-Plage, enfin. Oui, on peut le dire. Et ça a fourni un très très beau matériau de construction. Ce que vous ne m'avez pas dit, c'est au-dessus, là, sur les 20 mètres, il y a aussi les égouts, un peu plus haut. Oui. Il y a le métro, un peu plus haut. Oui. Il y a toute une vie avec des flux. Bien sûr. On est globalement, les carrières souterraines sont bien en dessous des réseaux que l'on a immédiatement sous la voirie, à l'exception près que le RER, lui, est généralement en dessous des carrières. Il est dessous, là. Beaucoup plus profond, mais le métro est au-dessus des carrières souterraines, et a fortiori les égouts. Il y a un truc extraordinaire, c'est que là, nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, et la quasi-totalité du 14e sont des carrières. D'ailleurs, la taille de ces carrières est considérable. Je crois que c'est presque un dixième de la superficie de la ville de Paris. Donc, c'est un gruyère considérable, la capitale. Oui, plusieurs centaines de kilomètres de galeries encore accessibles. Ces carrières anciennes, abandonnées, qui datent du Moyen-Âge pour l'essentiel, ont été bien sûr confortées par l'inspection générale des carrières, qui met tout en œuvre pour la sécurité des Parisiens. Vous n'êtes pas un peu claustrophobe comme moi, vous, hein? Non. Vous êtes à l'aise, là? Là, je suis à l'aise, je suis dans mon milieu. Merci beaucoup, monsieur Gély. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Alors, je vais vous montrer quelque chose de tout à fait extraordinaire. Regardez cette chose qui a un peu la forme d'un tonneau. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'un pilier de soutènement, là, qui est au milieu, qui tient la grotte, et qu'on a habillé. Mais ça montre tout à fait l'état d'esprit de l'époque, quand on fait les catacombes. On est vraiment dans un souci extrêmement curieux, mais qui est un souci esthétique. Ici, dans la nuit du 2 au 3 avril 1897, il y a plus de 110 ans, eh bien, il y a eu une fête clandestine avec un concert clandestin. Des bourgeois de Paris, des savants et puis des gens qui étaient déjà des cataphiles sont venus entre minuit et 2 heures du matin écouter un concert. Seulement voilà, le lendemain matin, lorsqu'on a découvert l'histoire, on a renvoyé les 2 ouvriers qui avaient ouvert l'accès à ces Parisiens qui étaient venus s'encanailler ici déjà à la fin du 19e siècle.
Ceux qui connaissent Paris auront reconnu le lion d'Enfer Rochereau. Je vous amène maintenant à l'hôpital Cochin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sous l'hôpital Cochin, eh bien, se tenait une des plus grosses, une des plus imposantes carrières de Paris au Moyen-Âge. Et alors pourquoi un hôpital dessus? Tout simplement parce que les carriers se blessaient souvent. C'est un travail pénible, dur, difficile, il y avait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et un moine, ou plutôt un abbé, l'abbé Cochin, a décidé au Moyen-Âge tout simplement eh bien, de créer une petite infirmerie en surface pour soigner ces carriers qui avaient un travail très pénible. C'est comme ça qu'est née l'histoire de l'hôpital Cochin. Allez, venez! Je suis en compagnie de Gilles Thomas, qui est auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire des carrières. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est ces inscriptions là sur ces pierres? Vous les avez présentées pour montrer un petit peu aux visiteurs de quoi il s'agit? Oui, ce sont des inscriptions qui sont surprenantes quand on les voit sous terre, mais ce sont des plaques qui indiquent la rue sous laquelle on se trouve. Par exemple, ici c'est particulier, c'est FR, ça veut dire Fontis remblayé, c'est-à-dire un effondrement, mais un peu plus loin on voit rue des Catacombes, qui est l'ancien nom de la rue d'Arros. Donc tout ça c'était pour se localiser par rapport à la surface. Étonnant. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que on voit là presque les coups qui ont été donnés par exemple tout ça là, ces petites choses un peu irrégulières, sont des coups qui ont été donnés par les carriers, on disait? Oui, on disait les carriers. Et les carriers étaient effectivement une profession qui est restée très manuelle jusqu'à la fin du 19e siècle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des outils, on voit que tout se faisait à la main, il n'y avait pas du tout de mécanisation. Ta caméra, viens. Vous allez m'expliquer un petit peu comment on travaillait, puisque vous avez souhaité reconstituer ici, sous l'hôpital Cochin, un petit peu l'environnement véritable de travail de ces carriers. Il y a longtemps. On a essayé de rassembler des outils, on a essayé de mettre en valeur cette carrière. Par exemple, cet outil, c'était le premier outil qui était utilisé par les carriers. Ils creusaient à l'horizontale pour faire tomber le bloc qu'ils voulaient débiter. Donc au départ, c'était un sillon horizontal. Ensuite, ils enfonçaient des coins. On a des traces de coins. Ah oui, pour affaisser le bloc. Pour faire tomber le bloc. Ouais. Une fois que le bloc tombait, là, on mettait un coin ici. Une fois que ça tombait, on se retrouvait avec... On s'arrangeait pour qu'il y ait des rouleaux sur lesquels il allait reposer et on le poussait à la main. Tout était vraiment manuel. Ouais. C'est incroyable de savoir que ça a duré comme ça jusqu'à la fin du 19e siècle. Ouais. Pourquoi il y a des piliers là, au milieu de la carrière? C'était pour soutenir? Là, c'est pour soutenir parce qu'on a une largeur un peu plus grande que souhaité et donc on a renforcé en mettant cette cale, en mettant des blocs monter les uns sur les autres à bras d'homme, on appelle ça un pilier à bras. Bon, Gilles Thomas, j'ai compris comment on arrivait à extraire ce bloc. Une fois qu'il est là, comment on le remonte à la surface pour l'acheminer jusqu'à Notre-Dame à l'époque on s'arrange pour amener le bloc en dessous d'un puits, un puits qui fait plusieurs mètres de diamètre. Ouais. Et on remonte le bloc, pareil, à la force musculaire. Au bord du puits, il y a une espèce de cage à écureuil, mais à échelle humaine. Et un homme est dans cette cage et fait du surplace et fait remonter le bloc. C'est extraordinaire. Mais cette histoire, elle est fabuleuse. Moi, j'aurais envie d'en savoir davantage. Il y a des visites qui sont organisées ici, par exemple, sous l'hôpital Cochin? Il y a quelques visites à la demande pour des associations, pour des sociétés historiques, parce que le site, la ville de Paris a reconnu qu'il avait un intérêt historique et elle demande que ce soit présenté aux personnes qui en font la demande. Mais cette histoire des carriers, elle n'est pas assez connue finalement, parce que c'est le fondement de la vie sociale, de l'architecture, de la couleur de Paris, de la couleur de la pierre parisienne. C'est ici, pendant des siècles, qu'on a extrait le... C'est l'origine de Paris, ce sont les racines de Paris, et effectivement, c'est peu connu parce que c'est sous terre, donc tout ce qui est sous terre est caché, puis on n'ose pas trop l'évoquer parce qu'on ne sait pas trop ce qui pourrait s'y passer. Ouais. Ça commence quand ici? Ça commence sous l'Empire gallo-romain, après Non, sous l'Empire gallo-romain, c'est à ciel ouvert. Ce n'est qu'à partir du XIIe, XIIIe siècle, donc vraiment au moment de la construction de Notre-Dame, que l'on exploite en souterrain. Merci Gilles Thomas. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission, parce que maintenant, on va tout simplement aller voir des pompiers. Et des pompiers qui ont choisi tout simplement de faire des opérations de secours, d'entraînement sous la terre, dans des carrières. Regardez. L'exercice, 3 phases. Première phase, abordage de la victime. Deuxième phase, brancardage. Troisième phase, extraction.
du sous-sol vers la surface libre. À partir de ce moment-là, tout le monde a le casque sur la tête et la frontale allumée. Y a-t-il des questions? Alors c'est parti. On marche. Ouais, on s'envoie. Attends, il y a un bon plan. Catacombe, la moyenne, c'est une intervention tous les 6 mois à peu près. Voilà, c'est pas tous les jours non plus, mais chaque fois qu'il y a quelque chose, chaque fois qu'on est appelé, il y a vraiment quelque chose. C'est souvent des cataphiles qui viennent nous chercher à la sortie, venez, on a un problème. Si la tête passe, le corps passe. Là, on a une personne inerte et qu'il faut ramener jusqu'à la sortie, avec tout ce que ça implique. Bon, là, ça va, c'est relativement haut. On a passé tout à l'heure un passage qui était un peu plus technique. Après, bon, on s'adapte. Levez. Posez. Quel est le type de secours qui vous poserait le plus de problèmes? Ah, ça serait vraiment polytraumatisé avec une grosse assistance médicale. Là, il faudrait ajouter des scopes, tout un matériel médical qui, s'il y était, ça serait vraiment une charge supplémentaire de travail. On fait la mise en place du dispositif de remontée des 2 puits. On va faire comme un ascenseur. Il va y avoir la victime et un sauveteur qui va faire contrepoids. Et les deux vont se croiser. Et la deuxième manip qui vient chercher en haut du puits le brancard et qui la sort après ici sur chèvre pour pouvoir la poser ici. Les gars du GREP c'est déjà tous les mois on grimpe la tour Eiffel, on est habitué au vide, on est habitué à travailler sur corde, ça c'est notre métier en fait de travailler sur corde. Allez, on ramasse, on plie. Retour sous l'hôpital Cochin, dans le 14e arrondissement, dans ces carrières où au Moyen-Âge, eh bien, on extrayait la pierre pour construire tous les édifices parisiens, dont Notre-Dame de Paris. Gilles Thomas, il y a une chose dont il faut qu'on parle, c'est la vie nocturne de ces endroits, quoi. Il y a plein de légendes urbaines qui circulent sur les catacombes, les carrières, les gens qui s'y retrouvent la nuit. C'est vrai, c'est pas vrai? Ben, ce sont des légendes urbaines, mais qui ont un fondement de réalité, parce que dès le XVIIIe siècle, on parlait déjà de personnes qui se réunissaient la nuit. Par exemple, en 1776, il y a une personne qui s'appelle Dupont, qui a fait quelques piliers de consolidation, qui écrit « Nous avons des individus qui viennent les nuits et les jours de fête dans nos carrières. Ils nous débouchent les entrées. J'ai le nom de 3 d'entre eux et l'adresse de 2. » Donc ça date déjà du XVIIIe siècle. Les catacombes, comme les carrières, ont toujours inspiré les mythes, les légendes. On s'est toujours dit qu'il se déroulait ici des choses, des rituels. Enfin, ça a toujours beaucoup fait rêver, fantasmer quand même. Hein, c'est la vie souterraine. C'est effectivement un lieu fantasmagorique que l'on retrouve à la fois dans des romans, de nos jours dans les bandes dessinées, mais qu'on a trouvé aussi dans des feuilletons. Par exemple, à l'époque où Belphégor avait un impact phénoménal à la télévision, il y avait un autre feuilleton qui s'appelait Les Compagnons de Baal, qui se passait dans les carrières de Paris. Vous êtes bien fasciné, vous aussi. Oui, non, mais ce qui me fascine, c'est l'aspect justement, la tranche figée de l'histoire de Paris au XVIIIe siècle. Quand on est dans ces carrières, comme ici, on a le nom des rues du XVIIIe siècle, on a la largeur des rues du XVIIIe siècle. Donc dès que j'ai découvert ces carrières, je me suis aperçu qu'il y avait une partie de l'histoire de Paris qui était encore en place, palpable, que l'on pouvait voir, que l'on pouvait toucher, contrairement à Paris qui a des quartiers qui ont été complètement détruits par l'urbanisation. Vous souhaiteriez qu'on visite plus ces endroits, que ce soit plus connu? C'est compliqué, c'est compliqué parce qu'effectivement, plus il y a de personnes qui visitent un site, plus le site, même si les visites sont encadrées, plus le site est dégradé. Le syndrome grotte de Lascaux. C'est tout à fait ça, c'est vraiment tout à fait ça. Je vous remercie beaucoup, Gilles Thomas. Alors voilà, les catacombes de Paris sont ouvertes du mardi au dimanche de 10h à 16h. Un petit parcours de 2 km qu'on accomplit en général en 45 minutes, une petite heure. N'essayez pas de partir avec un crâne, avec un tibia ou avec un bassin. J'ai vu tout à l'heure un visiteur essayer de partir avec un bassin, tout simplement parce que les gardiens là-bas sont extrêmement vigilants et très sévères avec ce genre de contrevenants. En tout cas, c'est un lieu magique qu'il faut venir visiter ou revisiter, un lieu unique au monde, les catacombes de Paris. Salut.